Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de présentation du marché norvégien et des opportunités de coopération dans le secteur maritime, organisé par la Chambre de commerce franco-norvégienne en partenariat avec le cluster maritime français, les pôles mer et l'Institut français d'Oslo. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire. Pour l'anecdote, c'est le premier webinaire organisé par la Chambre de commerce franco-norvégienne. Donc, on est ravis de constater qu'il y a une belle participation. Vous êtes 143 inscrits pour participer, ce qui montre bien que les entreprises françaises sont bien actives en ce moment et à la recherche de nouveaux débouchés ou d'opportunités de diversification. Donc, je suis Ludovic Aubé, le directeur de la Chambre de commerce franco-norvégienne basée à Oslo. Je suis français, à Oslo depuis une vingtaine d'années et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Je tiens à saluer la participation de Ragna Fidgestel de l'ambassade royale de Norvège à Paris, Alain Mermet de l'ambassade de France à Oslo et Karl Bois, le consul de Norvège à Brest. Donc, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, il sera ensuite disponible en streaming via notre site www.ccfn.no. En ce qui concerne le déroulé, donc nos partenaires français prendront la parole en premier pour vous dire pourquoi la Norvège, pourquoi le marché norvégien les intéresse. Je vous présenterai ensuite dans les grandes lignes la conjoncture norvégienne et comment y faire des affaires ou y développer des partenariats, en mettant notamment l'accent sur la co-innovation. Je dirai également quelques mots sur les actions qui sont prévues à court et moyen terme pour aider les entreprises françaises à se développer en Norvège. Ensuite, Ståle Egelund, expert maritime et technologie marine à la Confédération norvégienne des entreprises, Norsk Industri, vous présentera plus en détail ce qui se passe aujourd'hui et quelles sont les tendances dans le secteur maritime en Norvège. Puis Linwood Pendleton, économiste de l'environnement et scientifique interdisciplinaire, conseiller en conservation et sciences à la Ocean Data Foundation, vous parlera des opportunités de collaboration sur les data. Vous aurez tous la possibilité de taper vos questions dans l'espace Q&A que vous devez voir normalement sur votre écran tout au long du webinaire. Cependant, étant donné le grand nombre de participants, on ne pourra pas vous donner la possibilité de poser vos questions à l'oral. Donc, on préfère que vous puissiez les taper, on en sélectionnera plusieurs et on les posera aux différents intervenants en deuxième partie du webinaire. Voilà pour cette introduction. Donc, je remercie vraiment les intervenants de se joindre à nous pour ce webinaire et je vais céder la parole dans un premier temps à Marie-Noëlle Tine, directrice adjointe du cluster maritime français. Donc, nous avons lancé avec Marie-Noëlle ce webinaire qui devait initialement être un séminaire physique qui devait avoir lieu à Paris aujourd'hui. Ceci faisait suite à la signature d'un MOU, d'un accord de coopération entre la Chambre de commerce franco-norvégienne et le cluster maritime français l'année dernière, à quelques semaines près, au Sénat, à l'occasion de la célébration des 100 ans de notre Chambre de commerce. Et donc voilà, petit à petit, la coopération évolue et on en parlera tout à l'heure aussi plus en détail. Donc Marie-Noëlle, à toi la parole. Merci Ludovic. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie-Noëlle Tine-Diève, la directrice du cluster maritime français et en charge notamment du développement international. Donc, je me réjouis de voir que vous êtes aussi nombreux. Là, on est à plus de 106 participants en ligne. Donc, comme le disait Ludovic, l'atelier devait se tenir au cluster. Je suis quasiment sûre qu'on n'aurait pas eu autant de personnes participantes physiquement. Donc, on peut voir aussi que voilà, aujourd'hui, le contexte nous permet aussi de nous réunir aussi nombreux autour de ce webinaire et donc au sujet de la Norvège. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est voilà, vous présenter le marché norvégien, les coopérations, les opportunités. Donc voilà. Alors,
Juste un mot sur le cluster pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, et je salue, je dirais aussi tous les membres du cluster qui se sont inscrits, mais également les membres du pôle mer et tous les autres. Et pour vous dire que le cluster, donc, c'est une association, je dirais, professionnelle qui rassemble tous les acteurs de l'économie maritime. Tous les secteurs maritimes sont représentés. Il y a plus de 430 entités membres. Donc, le cluster, c'est la promotion de l'économie maritime de ces acteurs en France, en Outre-mer, évidemment, à l'international également. Donc, on est aussi, je dirais, alors, aujourd'hui, face au contexte, on est sur le pont tous les jours, je tenais à le dire aussi, pour accompagner, soutenir tous nos acteurs dans cette crise sanitaire et l'après-crise sanitaire, donc la crise économique. Tous les jours, on est sur le pont, notamment dans le cadre du comité France Maritime, avec le secrétariat général de la mer, les différentes administrations, les ministères, la direction des affaires maritimes, entre autres. Pour vous dire qu'effectivement, tous les jours, on est aussi vraiment dans l'actualité pour faire remonter les difficultés des membres du cluster, toutes les activités qui souffrent de cette crise. En même temps, faire redescendre aussi les mesures gouvernementales, faire l'interface entre le public et le privé. Donc, pour nous, c'est très important de vous soutenir. Donc, parallèlement à ça, donc, on continue nos activités et donc, je suis très heureuse, effectivement, qu'on puisse tenir ce webinaire tous ensemble. Donc, pourquoi le marché norvégien? Parce qu'effectivement, comme on va vous l'expliquer, pour nous, c'est un marché très innovant dans le maritime, un marché qu'on va aussi voir qui est très résilient par rapport justement à ce qui se passe, à la crise sanitaire. Et donc, nous, on y voit des opportunités pour les entreprises pour se développer donc, sur un marché qui est proche, qui est en Europe. Donc sur différentes thématiques qui vont être développées dans ce webinaire. Et puis comme l'a dit Ludovic, ce webinaire, c'est une première séquence. Il y a une deuxième séquence qui me paraît intéressante dans le calendrier, c'est le e-forum qui se tiendrait donc mi-octobre. Et puis en perspective, on a aussi le salon Nord Shipping en juin 2021. Donc c'est voilà, dans ce contexte que l'on souhaitait inscrire ce webinaire. Donc ce webinaire aussi, c'est pour vous expliquer que nous, on souhaite vous faire découvrir les opportunités du marché, vous accompagner dans la prospection sur ce marché, dans la recherche de distributeurs, dans la recherche de partenaires, sur des projets R&D, sur des projets commerciaux, sur des projets norvégiens, français, européens, et puis ça peut être aussi des projets à l'international. Donc voilà, c'est une première étape. Et puis, je vais céder la parole à Emmanuelle-Marie Peton parce que pour nous aussi, le cluster travaille depuis maintenant pratiquement depuis 2 ans et depuis plusieurs mois de façon très intensive sur le projet de la transition énergétique et écologique du secteur maritime. Et pour nous, c'est important aussi de développer des coopérations avec d'autres pays et d'autres industriels du secteur maritime, et donc avec les Norvégiens. Donc, je vais laisser Emmanuelle-Marie Peton, que je vais présenter avant de lui céder la parole. Emmanuelle-Marie Peton donc, est le pilote et directeur de ce projet de la transition énergétique et écologique du secteur maritime. Et donc, je te laisse la parole, Emmanuelle-Marie, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Très heureux de présenter cela. On pourra vous faire parvenir un petit schéma qui résume la démarche. La coalition pour la transition écologique et énergétique du secteur maritime a été lancée en décembre 2019 aux assises de l'économie de la mer avec une dizaine d'entreprises partenaires ainsi que des fédérations et les pôles mer ainsi que des centres de recherche, CEA, Ifremer, CHOM, CNES Météo France. Et l'objectif de tout ça est de comprendre, dans les enjeux de transition écologique et énergétique, comment nous pouvons collectivement, sur toute la chaîne de valeur logistique, mobilité et aussi pour l'alimentation et la plaisance, atteindre ces objectifs qui sont liés à la réduction des émissions, voire le zéro émission, avec plusieurs coalitions internationales et la plateforme Waterborne zéro émission qui est en cours de lancement. Également, tout ce qui tourne autour de la neutralité carbone, et la semaine dernière a été publié
la révision de la stratégie nationale bas carbone pour la France, mais la neutralité carbone est aussi visée par l'Europe dans l'accord obtenu en décembre 2019 et qui fait l'objet du débat dans le cadre du Green Deal, à maintenir, si possible, en l'état dans cette situation de crise, les enjeux liés à la décarbonation, et puis bien évidemment tout ce qui est sobriété énergétique qui va prendre encore plus de poids après la crise pour moins, mieux consommer. Tout ceci dans l'objectif de respecter les enjeux de santé publique, de lutte contre les changements climatiques et de respect de la biodiversité. La situation de la crise nous amène non pas à revoir notre coalition, les engagements de la coalition, mais plutôt à accélérer nos travaux pour bien comprendre comment, d'une façon très concrète, dans les différents territoires dans lesquels vous êtes tous implantés, avec les régions, mais aussi à ce niveau européen, d'où ce séminaire avec nos camarades norvégiens, comment nous pouvons travailler ensemble et trouver entre des équipes France, d'industriels, d'équipementiers, de chantiers, d'énergéticiens, d'acteurs des infrastructures, de ports, pêcheurs, etc., vraiment sur toutes les activités maritimes, comment nous pouvons travailler ensemble aux modèles énergétiques qui, progressivement, de 2020 à 2030, 2040, 2050, vont nous permettre de trouver les solutions liées au mix énergétique de demain. Qui demain va utiliser de l'hydrogène, du GNL, la continuité bio-GNL, de l'ammoniac, de l'électrique, des biocarburants, des alcools, etc. Comment nous allons, pour cela aussi, trouver les solutions d'efficience énergétique que nous relions beaucoup aux enjeux de numérique et les technologies liées à l'efficience écologique pour s'assurer que les carburants alternatifs, les solutions liées aussi à la propulsion par le vent, les solutions de moindre consommation permettent vraiment de diminuer l'impact des activités de l'homme sur l'environnement. Donc ces modèles énergétiques autour de mix énergétique, d'efficience énergétique et d'efficience écologique vont nous permettre d'identifier quel est le meilleur état des lieux des technos, qui sont les leaders, comment soutenir et promouvoir nos entreprises qui sont engagées dans ces technologies, comment nous pouvons donc, grâce à ça aussi, lancer des projets industriels, et y compris avec, bien évidemment, nos camarades norvégiens, et à partir de ça aussi, lancer des programmes de R&D, susciter des programmes de R&D sur des briques technologiques qui feraient défaut, que ce soit sur les énergies, sur l'efficience énergétique ou l'efficience écologique. Ces modèles énergétiques ont bien évidemment des enjeux en mer, sur les navires, et ensuite il faut bien analyser quel type de navire, leurs spécificités, est-ce que ce sont des porte-conteneurs, le transport de passagers, des navires de pêche, des bateaux pour le fluvial, des bateaux de plaisance ou autres, donc bien comprendre leurs spécificités, puisqu'ils vont faire donc appel à des technologies différentes, mais aussi à des supply chains énergétiques qui leur sont spécifiques. L'enjeu est de bien comprendre quels sont des projets qui pourraient être lancés dans la dimension non seulement de transformer les usages très maritimes, mais aussi de bien comprendre les enjeux portuaires associés à ça, les enjeux d'aménagement du territoire. Et tout ceci peut se faire si nous travaillons à deux conditions essentielles d'émergence de ces technologies, à savoir les financements et également le cadre réglementaire qui ne peut se travailler qu'à un niveau européen et international. Et en ceci, nous avons donc énormément de choses en commun et à travailler ensemble avec la Norvège. Et la transition écologique et énergétique que nous relions à la transformation numérique, avec le rôle du big data, des objets connectés, du jumeau numérique, sont aussi des compétences très avancées en Norvège, avec plusieurs entreprises qui sont leaders, avec lesquelles beaucoup d'entreprises françaises travaillent déjà. Et donc, l'idée de ce séminaire franco-norvégien sera d'identifier parmi vous qui nous écoutez aujourd'hui, qui est prêt, qui souhaiterait travailler à quelle technologie, quelle solution, quel projet que nous pourrions donc renforcer pour créer ces équipes franco-norvégiennes autour de la transition énergétique, puisque les chaînes logistiques mobilité dépassent largement les cadres et les frontières nationales. Il s'agit vraiment d'une vision porte à porte. Tout ce qui se fait quelque part en Europe et dans le monde permettra donc de créer, de dynamiser les marchés, surtout en post-crise. Si des projets sont arrêtés ou suspendus, d'autres doivent être maintenus pour maintenir un tissu industriel stratégique pour notre pays et pour l'Europe dans cette vision et cette dynamique franco-norvégienne. Merci.
Merci Emmanuel-Marie et Marie-Noël pour cette présentation de la vision du cluster maritime français. Je pense qu'on est vraiment bien alignés sur les objectifs. Nous avons aussi le privilège d'avoir les pôles mer qui participent et qui sont associés à ce webinaire, représentés aujourd'hui par Ève Raymond, directrice du développement international chargée de la stratégie internationale du pôle mer Méditerranée, et Philippe Mombé, directeur adjoint du pôle mer Bretagne-Atlantique. Ève, Phil, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui et je me réjouis des coopérations que nous sommes en train de monter sur la Norvège. Phil, je te laisse la parole pour présenter la vision des pôles. Ouais, merci beaucoup Ludovic. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver à travers ce webinaire. Je laisserai Ève compléter si besoin, mais je vais parler au nom des deux pôles mer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les pôles mer, très brièvement, la mission principale des pôles mer est d'accompagner l'innovation dans le maritime, dans tous les grands domaines du maritime, défense, sécurité, sûreté, navale, nautisme, ressources énergétiques marines, ressources biologiques marines, environnement, et puis tout ce qui touche au port, aux infrastructures et au shipping. Et dans cet accompagnement de la R&D, on mène aussi une action d'accompagnement à l'international avec l'organisation de missions à l'étranger. J'ai vu parmi vous là, un certain nombre qui ont déjà participé à des missions à l'étranger. Je pense à DICE par exemple. On participe aussi également à l'organisation de programmes d'accélération. On l'a fait sur l'Australie. C'est la troisième année qu'on le fait sur l'Australie autour de l'accompagnement de la BITD pour la construction des sous-marins australiens. Mais ce profil à l'horizon, comme l'a dit un petit peu Marie-Noël tout à l'heure, et Ludovic en parlera peut-être, un programme d'accélération Norvège également, donc auquel on essaiera d'apporter une valeur ajoutée. Et enfin, et c'est important, je pense, pour vous, dans un contexte de projet commun, de collaboration, c'est l'identification et la mise en relation avec des partenaires étrangers. Et ceci, on l'opère essentiellement à travers les relations qu'on construit avec la Norvège. Alors, sur cette partie relation, il faut bien garder en tête que la France et la Norvège ont plus de 100 ans de collaboration et qu'a été récemment renouvelé un accord cadre de coopération entre les deux pays en 2018, autour en particulier de l'innovation et de l'industrie, mais pas que, ça touche la culture, ça va très loin, mais c'est un accord cadre qui pose les bases. Et les pôles mer ont une relation existante avec la Norvège depuis un certain temps, puisqu'ils ont participé au board au conseil d'administration de la Fondation franco-norvégienne, qui avait pour mission de développer la coopération en matière de recherche scientifique et technique et de développement industriel. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu un certain nombre de projets qui ont reçu du financement entre des acteurs norvégiens et des acteurs français. Sans doute pas assez, mais c'était un début. Et malheureusement, la Fondation n'existe plus, mais on maintient l'effort de collaboration, puisqu'on a des liens très étroits entre nous, les pôles mer, et nos homologues en Norvège, qui sont ce qu'on appelle les GCE, les Global Center of Expertise. Il y en a trois, enfin il y en a vraiment trois qui tournent autour de la mer. Il y en a qui est plus autour du minier, l'autre plus autour comment dirais-je, de l'économie bleue, plus large, et un autre plus autour du domaine subside. Puis après, il y a d'autres entités autour de l'aquaculture et tout ce qui est lié à la pêche et aquaculture. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en lien avec eux pour développer de l'innovation sur des sujets prioritaires et d'identifier les bons acteurs de chacun des côtés et de favoriser vraiment la mise en relation et la connaissance de chacun des territoires. L'objectif très concret pour les pôles, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec des acteurs sur une expertise particulière, le navire autonome, l'éolien, une technologie, une expertise particulière sur l'inspection offshore, des choses comme ça, et de pouvoir le faire facilement. Et inversement, vous, à la demande des Norvégiens, vous mettre en relation très facilement avec les acteurs. On a une partie aussi Europe, puisqu'aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de financement dédié bilatéral France-Norvège, mais on va y travailler. On va essayer de faire des actions de lobby pour obtenir ce financement et aider le financement des projets. Mais il y a la partie, il y a le guichet Europe,
et dans lequel il est important de pouvoir trouver des partenaires à l'Europe, et ça fait partie de notre rôle. Et puis à l'organisation d'événements comme on l'a fait, comme on le fait aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de faire une semaine en Norvège à la fin 2019, parce que les 2 pôles ont été lauréats du programme Asgard Innovation. Donc voilà, j'ai pu rencontrer Ludovic, Stahl, et puis commencer à poser les bases de cette collaboration, ou en tout cas continuer cette collaboration. J'ai trouvé des acteurs norvégiens très ouverts, avec des sujets forcément, on a quelques sujets concurrents, mais beaucoup de sujets où on n'est pas concurrents, on est plutôt très complémentaires, et une culture des affaires très proche de nos pratiques. Donc, je pense qu'il y a un vrai terreau pour aller de l'avant. Voilà ce que je dirais pour l'instant, et on pourra après ensuite répondre aux questions. Merci Phil, merci Eve d'être associée à ces projets. Je vais donc enchaîner par une présentation donc du marché norvégien. Donc, je vais diviser mon intervention en 3 parties. Donc, une présentation du climat des affaires et de l'impact de la crise Covid sur le marché norvégien. Comment faire des affaires avec les Norvégiens. Et pour finir, vous dire 2 mots sur l'e-forum qui a déjà été mentionné par Marie-Noël et Phil, que nous proposons au mois d'octobre, et les projets 2021. Donc, alors, commençons par la conjoncture et l'économie norvégienne. Alors, la Norvège est gâtée par la nature. Elle a su tout au long de son histoire gérer à merveille l'exploitation de ses richesses, de ses ressources naturelles, que ce soit l'hydroélectricité, le bois, les hydrocarbures, plus récemment. Notamment, alors d'ailleurs, grâce à l'exploitation offshore des hydrocarbures depuis les années 60, elle possède aujourd'hui un fonds souverain qui est le plus gros fonds souverain au monde, qui atteignait en début d'année 1 000 milliards de dollars. Donc, somme considérable pour un pays de 5 millions d'habitants. En fait, la majeure partie des bénéfices des opérateurs oil and gas est taxée à hauteur de plus de 75%, donc dans les 78%, par la Norvège. Et ces montants sont collectés par l'État sur un fonds qui est investi à l'international. Donc cet argent est sorti du pays, thésaurisé et investi dans plus de 74 pays. Donc aujourd'hui, la Norvège, enfin ce fonds possède 1,5% de la capitalisation boursière mondiale, avec des titres dans plus de 9000 sociétés. Bon, ça fait rêver, évidemment. Et du coup, l'État n'a besoin d'utiliser que la rente, en fait, de ce fonds pour son budget de fonctionnement, sans toucher au capital, donc de par la loi à hauteur de 3%, en fait, ce qui correspond à peu près au rendement du fonds souverain. Donc, ceci pour permettre à la Norvège de se préparer à l'ère post-pétrole et assurer une certaine sérénité pour les générations futures. Donc, ça permet, je pense, de comprendre la solidité financière du pays. Donc, quel impact a la crise du Covid sur la Norvège? Au niveau sanitaire, la situation est sous contrôle. Donc, l'industrie ne s'est pas vraiment arrêtée de tourner, même si la plupart de ceux qui le pouvaient peuvent travailler de chez eux. Les écoles ont commencé à rouvrir la semaine dernière. Il y a eu à peu près un peu plus de 200 morts du Covid à ce jour. Mais on sent une ouverture progressive et une situation qui est quand même privilégiée par rapport à bien d'autres pays. Donc l'économie norvégienne n'échappe pas aux effets du Covid-19, elle est frappée de plein fouet, je dirais, notamment sur certains secteurs. Le secteur oil and gas, comme vous avez pu le voir, donc ça c'est un des effets collatéraux de la crise. Le prix du baril a chuté, il est aujourd'hui à moins de $20. Et donc, du coup, il y a des activités, les rigs, la partie sismique, tout ce qui est très en amont de l'exploitation pétrolière qui est gelé. Même si on s'attend à une remontée relativement rapide des cours du baril et du coup, une industrie qui va se remettre assez rapidement en marche. Voilà, ça a été un choc brutal depuis le mois de mars.
Selon un rapport du FMI datant du 14 avril, le PIB devrait connaître une baisse de 6%, à peu près 6,3% cette année, suivi d'une croissance de 2,9% en 2021. Et le taux de chômage, donc une grosse partie, enfin, certaines personnes ont été mises en chômage technique. Donc, alors qu'avant mars, on était à 3,5% de chômage en Norvège. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 pour atteindre 13%. Donc voilà, 2020 marque quand même un choc brutal. La couronne norvégienne est extrêmement liée au prix du baril. Donc ces dernières semaines, elle a quand même pas mal dévissé. Donc aujourd'hui, elle est à 11,4, il me semble. 1 euro équivaut à peu près 11,4 couronnes. Et elle fluctue énormément, comme peut le faire le prix du baril. Donc quand même, la Banque centrale norvégienne s'est vue contrainte d'intervenir sur les marchés en rachetant des couronnes pour essayer de contrebalancer les effets. Elle a baissé son taux directeur à 0,25% aussi, pour ce qui est historiquement bas depuis 200 ans, pour contenir les effets. Et selon les estimations du gouvernement, le pays devrait être contraint de puiser un peu plus que d'habitude, peut-être 3,9% sur la valeur du fonds pour lisser les effets de la crise. Donc, comme on a pu le voir lors des crises passées, l'État est en mesure quand même d'intervenir pour contrebalancer en injectant de l'argent public dans les entreprises. Plus de 10 000 entreprises norvégiennes ont perçu plus de 30 millions d'euros à travers des dispositifs d'aide publique. Et aussi en lançant des appels d'offres publics, notamment dans le secteur des infrastructures. Donc, comme on a pu le voir par le passé, voilà, la Norvège arrive, tant bien que mal, à lisser les effets de la crise. Et par contre, on voit une certaine résilience, et je vais vous en dire plus. Donc, beaucoup d'analystes et de représentants d'organisations professionnelles, en fait, encouragent, on voit ça dans les débats tous les jours dans les journaux, et dans les débats publics aussi à la télé, encouragent le gouvernement à accélérer les projets de transition énergétique et de transformation digitale de l'industrie norvégienne. Sachant que la Norvège était relativement en avance déjà, mais beaucoup d'acteurs voient en cette crise la possibilité d'accélérer ces transitions-là. Donc nous, à notre échelle de chambre de commerce, en discutant avec nos membres, nos entreprises, notamment via des comités sectoriels, on perçoit des opportunités fortes de coopération sur les sujets que Phil a déjà énoncés, du green ship, l'électrification du secteur maritime, les bateaux et les ports, l'hydrogène, l'ammoniac, l'éolien offshore, surtout le flottant évidemment, qui apparaît comme être une industrie qui va être amenée à se développer fortement dans les années à venir pour la Norvège, en Norvège, mais surtout aussi à l'international. Et bien entendu, le smart chip, les data, on en parlera plus tout à l'heure avec Lynwood, les ports et les bateaux connectés. Donc, ce qu'on peut retenir, je dirais, sur la situation économique, c'est grâce à son fonds souverain et à sa solidité financière, à la robustesse de ses finances publiques, au fait que la Banque centrale soit indépendante, on est dans Schengen, on est dans l'espace économique européen, même si on n'est pas dans l'Union européenne. La Norvège a sa Banque centrale indépendante, et donc ça lui permet d'avoir une flexibilité qui devrait lui permettre de s'adapter à cette nouvelle crise et de rebondir assez rapidement, à l'image des pays nordiques, mais voilà, avec en plus ce fonds souverain. Et d'ailleurs, une étude de la compagnie d'assurance FM Global place la Norvège en première position des pays les plus résilients au monde au mois d'avril, devant le Danemark, la Suisse, l'Allemagne et la Suède. Donc ça montre que l'économie est capable d'encaisser. Donc 2020, c'est brutal, mais 2021, on sent que la situation devrait pouvoir s'améliorer. Ça sera sûrement un des marchés qui repartira en premier. Alors, comment travailler avec la Norvège et avec les Norvégiens ? Il est généralement recommandé de passer par un intermédiaire local pour vendre en Norvège, souvent un agent ou un distributeur. Pour les plus grandes sociétés, la croissance externe est quand même un bon moyen de rentrer ou de se développer sur le marché norvégien. Donc, il faut se profiler local.
Donc ça, c'est une des clés du succès qu'on peut voir au niveau de toutes les filiales françaises qui ont réussi ici, ou des sociétés, des PME qui ont réussi à exporter. Les Norvégiens sont assez rigoureux dans la pratique des affaires, aiment bien que tout soit carré. Les relations d'affaires sont basées sur la transparence et la confiance. On ne cherche pas à faire des coups commerciaux comme on pourrait essayer de le faire sur d'autres marchés, mais plutôt à développer une relation d'affaires pérenne qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc c'est un petit marché par la taille, même si son rayonnement dépasse souvent les frontières. Hein, donc on le voit notamment dans l'offshore, hein, sur le deep subsea. Les technologies norvégiennes se retrouvent dans le golfe du Mexique, au Brésil, en Australie, partout où il y a un marché deep subsea. Donc travailler avec des Norvégiens, ce n'est pas non plus que se cantonner au marché norvégien, c'est aller à l'international. Donc voilà, privilégier l'exclusivité aussi souvent quand on a un agent ou un distributeur, parce que la taille du marché ne permet pas d'avoir une multitude de partenaires. Voilà. Sachez aussi que la Chambre de commerce franco-norvégienne et ses partenaires peuvent vous aider à différents stades pour approcher le marché norvégien. Qui nous sommes une association privée, bilatérale, à but non lucratif, avec un bureau à Oslo, le bureau principal, un bureau à Paris. On travaille en coopération avec les 2 ambassades, Innovation Norway, Business France. D'ailleurs, depuis l'année dernière, depuis 2019, la Chambre de commerce franco-norvégienne est le représentant exclusif de la Team France Export en Norvège. Voilà, on fait partie des pays pilotes, des 7 pays pilotes dans le monde. Et donc, voilà, on peut utiliser les synergies du club d'affaires de la Chambre de commerce et faire appel à toute la gamme de services que vous connaissez pour la plupart de la Team France Export. Donc, qui passe par des tests sur l'offre, des missions de prospection. Donc, vous aider à mettre en place ces circuits de distribution et en plus aussi vous accompagner pour des implantations plus légères de back-office commercial, de back-office administratif, d'hébergement de VIE. Donc, vous aider à grandir étape par étape sur le marché norvégien en profitant du réseau qu'on peut avoir ici. Nous animons plusieurs comités, dont un sur l'énergie, un sur la croissance bleue, qui nous permet de bien comprendre les tendances et connaître les opportunités de coopération. Et aujourd'hui, la situation oblige, nous sommes en train de transformer nos services en e-services. Donc, la plupart des sociétés qui devaient ou qui doivent venir en mission, on transforme ces programmes en planning de rendez-vous en visio, par les différents outils, Skype, Zoom, etc. Donc, les sociétés qui devaient se rendre en Norvège physiquement, on transforme les rendez-vous, les programmes de rendez-vous virtuels. Et je dois dire que ça fonctionne assez bien. On se rend compte que sur les 2 dernières semaines, le retour des entreprises françaises qui ont participé à ces missions et des prospects norvégiens est plutôt bon. Et notamment, peut-être à avoir à l'esprit, on gagne du temps. On se rend compte qu'en général, quand le responsable export ou le dirigeant d'entreprise se déplace pour prospecter, il doit souvent ensuite revenir vers le prospect avec des informations techniques, s'entretenir avec ses collègues. Là, les visios, on peut très facilement inviter les supports techniques, les collègues des 2 côtés, et du coup aller beaucoup plus en profondeur dans la discussion, dans la négociation, et au final gagner du temps. Donc voilà, ça pour nous ça a été une découverte, et on va continuer à proposer ces émissions tant qu'il sera difficile de se déplacer. Autre moyen d'appréhender le marché norvégien, et comme le mentionnait Phil tout à l'heure, la co-innovation. Donc, évidemment, il y a certains secteurs ou certains produits sur lesquels les industries sont en concurrence, mais quand même, on voit beaucoup de synergie entre les 2 marchés. Et on travaille même dans la main avec les 2 ambassades, l'Institut français Innovation Norway, pour tenter de promouvoir la co-innovation et voire même la co-innovation cross-industrie. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'opportunités de coopération entre les différentes industries, notamment du transfert de technologies de l'aéronautique spatiale vers le maritime, vers le secteur énergie. Et on pense que cet état d'esprit est vraiment très propice par rapport au cadre franco-norvégien.
d'autant plus que voilà, la Norvège est souvent considérée comme un laboratoire mondial, on a pu le voir et on peut le voir dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, sur la mobilité électrique, le marché est plus en avance au niveau mondial, plus de 50% des véhicules vendus en Norvège sont des véhicules électriques. Parce que les circuits sont courts, les prises de décision politiques aussi donc, vont vite, et quand il y a une décision qui est prise, l'industrie suit rapidement, et aussi quand on a les moyens de mener à bien ces politiques, ça aide. Donc, on se rend compte que voilà, sur plusieurs technologies et concepts avancés, la Norvège peut être considérée comme un laboratoire, et donc les sociétés françaises et norvégiennes ont tout intérêt à travailler main dans la main là-dedans, sachant qu'il y a en plus une possibilité d'avoir des financements publics sur des joint ventures, sur des partenariats, et qu'il y a des agences comme Enova en Norvège qui vont financer des projets pilotes, donc, dans le secteur maritime ou autre. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et aussi au niveau européen, la Norvège a de très bonnes statistiques sur les financements européens, donc avant H2020, maintenant Horizon Europe. Donc là aussi, c'est intéressant, je pense, de tisser des liens et créer des consortiums ou des partenariats pour de la co-innovation avec des sociétés norvégiennes. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose à avoir à l'esprit. Quelles seront les prochaines étapes pour vous aider alors, à exporter, vous implanter ou développer des partenariats en Norvège? Ça a été rapidement abordé. Nous avions programmé un ambitieux forum au mois d'octobre, les 15 et 16 octobre à Oslo, sur le thème Smart and Clean Ocean, avec des rencontres d'affaires, des pitchs d'entreprises, donc en coopération avec le cluster maritime français, les pôles mer, les ambassades, Innovation Norway, Business France. Et nous sommes en train de faire évoluer le concept. Donc, on anticipe qu'il sera encore probablement difficile de voyager à l'automne. Et donc, on transforme ces journées en e-forum. Et on va très rapidement vous proposer une semaine, toujours mi-octobre, avec des plannings de webinaires, de sessions techniques sur les sujets qui nous apparaissent les plus porteurs, comme l'éolien offshore, l'hydrogène, donc Ocean Data, ou encore comment accéder à des financements, des pitchs d'entreprise et des rendez-vous d'affaires personnalisés. Donc voilà, on travaille encore sur ce concept qui va être assez novateur pour nous et pour pouvoir vous le proposer très rapidement. Pour 2021, donc là aussi, comme mentionné, sachez qu'on est en train d'élaborer un programme d'accélération Norvège-Finlande avec le cluster maritime français, les pôles mer et le Business France. Un appel à candidature sera fait. Nous sélectionnerons 6 à 8 entreprises pour un programme d'immersion en Norvège et en Finlande, encadré par un groupe de professionnels franco-norvégiens et franco-finlandais. Et enfin, donc, Nordshipping qui aura lieu du 1er au 4 juin 2021 à Oslo. Donc, en espérant que là aussi, ce soit plus facile de voyager et d'organiser ce type de manifestation. Et voilà, il y aura des actions qui seront proposées pour différents types d'entreprises. Je vais m'arrêter là pour cette présentation un peu générale de la Norvège et de comment travailler avec les Norvégiens, pour donner la parole à Ståle Heggelund, qui va plus rentrer dans le détail dans le secteur maritime, qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, Ståle Heggelund était un expert maritime et technologie marine à Norsk Industri, la Confédération norvégienne des entreprises. Il parle couramment français, il a vécu à Paris. Il est titulaire de l'Ordre national du mérite et il siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-norvégienne. Donc, merci Ståle d'être avec nous aujourd'hui et je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Si je parle couramment, je ne sais pas, on verra bien, mais je vais essayer au moins. Bon, je vais présenter donc les points de vue de l'industrie maritime en Norvège et ses propositions de projets prêts en emploi, ce qu'on a présenté au gouvernement. Je pense que ce sera intéressant de voir un peu comment on pense ici en Norvège. Parce que l'industrie maritime norvégienne a craint du virus corona, comme tout le monde, mais s'est engagé à trouver des mesures susceptibles d'aider les fournisseurs et les chantiers navals à continuer après la crise. Donc pour le gouvernement norvégien et l'industrie maritime s'intéresse donc à la façon dont les chantiers navals et les fournisseurs peuvent être aidés. Et donc l'industrie
examine maintenant quelles mesures peuvent être prises pour maintenir l'activité à long terme. On n'essaye pas de creuser pour de petites choses, mais c'est vraiment une solution de long terme pour l'industrie en Norvège. Et ça, c'est important parce que quand on regarde la crise et les pertes de l'emploi qu'on a aujourd'hui, il faut viser à long terme. Mais heureusement, les autorités norvégiennes tiennent la main généreusement et est en train de mettre en place des paquets d'activités et de projets. Donc, mais si la situation ne se prolonge pas trop longtemps, il est peu probable que le corona renversera les entreprises. Donc, on sait que ça va mieux. Donc, l'industrie maritime norvégienne se caractérise par une relation de dépendance mutuelle entre les différents segments de cluster. Et je dirais, donc, les mesures que l'industrie propose aideront à préserver les infrastructures maritimes, sociales, critiques, et les emplois à haute productivité et les entreprises d'exportation viables. Les mesures visent en outre à maintenir l'expertise de pointe que nous retrouvons dans tous les aspects de l'industrie maritime en Norvège. Dans la première phase de la pandémie, nous avons vu que le segment du trafic passager, par exemple les entreprises comme l'Express côtier, Hurtigruten, si vous ne connaissez pas Hurtigruten, il faut venir prendre un voyage, et le Color Line qui ont fortement été touchés par cette crise. La chute des prix du pétrole, qui n'est pas partiellement liée à la crise du corona, mettra bientôt le segment des services offshore durement éprouvé à l'épreuve. Le segment des chantiers navals, et en particulier les grands chantiers navals, connaît également des temps très exigeants en Norvège. Au début de 2020, ces segments vulnérables brillaient vivement, mais la crise Corona est maintenant en train de devenir plus difficile que la crise financière et la crise offshore combinées. Dans l'entente et au-delà de l'été 2020, nous prévoyons que la crise s'étendra aux autres segments du cluster maritime norvégien. Puis, sous la forme d'une baisse de la demande, de l'échec des chaînes de valeur et d'un renforcement des mesures gouvernementales protectionnistes dans les autres pays. En somme, nous attendons que cette crise de la corona mette notre industrie à l'épreuve, que je disais, et qui dépassera donc la crise financière et la crise offshore. Donc, c'est vraiment sérieux et Norvège. Et ça signifie que des milliers d'emplois sont désormais en jeu et que des compétences importantes qui permettront la transition vers la société à faible et à zéro émission peuvent être perdues. Et donc, je voulais présenter donc les mesures stratégiques que l'industrie propose. Et afin de traverser les eaux dangereuses, l'industrie maritime norvégienne propose donc des mesures stratégiques auprès du gouvernement et ses membres. Les mesures contribueront individuellement au renforcement de l'industrie maritime en temps de crise, mais auront un impact plus important si elles sont mises en œuvre ensemble, bien sûr. Mais ça ne va pas passer. Les mesures ne sont pas présentées par ordre, comme je vais vous présenter ici, mais ils sont considérés comme prêts à l'emploi et auront un effet rapide en Norvège si implémentés. Il y a 11 secteurs, mais je vais vous proposer 7 à peu près, je pense. Mais le 11 secteurs, les mesures tarifaires s'élèvent à 2 milliards d'euros et donnent des opportunités potentielles, bien sûr. Donc, premièrement, on veut bien construire 2 navires de guerre, des mineurs et 2 nouveaux navires de recherche en Norvège. Et ça, c'est un investissement de à peu près 550 millions d'euros. Deuxièmement, le renouvellement de la flotte à courte distance. Ici, on parle d'un investissement de 1 milliard d'euros. Et comme je disais, ça, c'est les vœux de l'industrie. Hein. Et parce qu'on a vraiment un grand besoin de renouveler la flotte courrière, car l'âge moyen est environ 28 à 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, la flotte côtière
un besoin urgent de renouvellement et le secteur maritime travaille sur certaines mesures qui peuvent contribuer au remplacement de la flotte. D'ici à 2030, une centaine de navires devront être construits entre 1000 et 8000 tonnes de produits en lourd. Troisièmement, on regarde donc la transition environnementale de bateaux sans émissions, soutien comme d'Enova, comme Ludovic avait parlé sur les mesures techniques environnementales et autres contributions à la réduction des émissions. On propose donc des activités ou des projets à 110 millions d'euros. Donc, le plan d'action du gouvernement pour la navigation verte a défini que les émissions provenant de la navigation et de la pêche, qui représentent environ 9% des émissions de transport en Norvège, seront réduites à 50% d'ici à 2030. Donc, on est passé de 40% à 50%. Ça, c'est les ambitions que la Norvège a transmises à l'Union européenne. On essaie aussi de voir comment on peut améliorer et développer les ports. Donc, c'est vraiment l'amélioration des voies navigables et la rationalisation des ports et surtout l'électrification des ports. Quand on regarde les ports et le transport maritime le long de la côte, elle est responsable pour très importantes émissions de gaz à effet de serre et de particules. Près de 50% de l'ensemble du fret transporté par voie maritime au niveau national et entre les ports norvégiens et étrangers est du vrac sec. Et les petits navires, avec une taille moyenne de entre 3300 tonnes, transportent 64 millions de tonnes et utilisent une infrastructure de quais décentralisée de plus de 1500 quais et points d'arrivée. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en Norvège pour l'électrification de ces ports. Quand on regarde, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire côté environnemental, c'est les calculs montrent que l'électrification en quai peut diminuer les émissions de NOx de 7000 tonnes, qui correspondent aux émissions de 58% des voitures en Norvège. Donc, c'est grand. En même temps, quand on regarde, par exemple, pour le courant terrestre à quai, ça peut aussi réduire les émissions de CO2 de 356 000 tonnes, qui représentent 5% des voitures en Norvège. Donc, on voit vraiment le secteur maritime comme un secteur clé pour les réductions des gaz. Également, les bateaux de pêche, il y en a beaucoup en Norvège, peut-être pas assez, peut-être vous avez plus en France, mais nous avons plus de 5000 bateaux de pêche en Norvège, dont environ 3000 bateaux de pêche d'une longueur de 9 à 15 mètres. Et ce groupe-là est très approprié pour l'électrification. Et ici, c'est la même chose, l'âge moyen de la flotte est de 30 ans et les émissions totales énormes. Donc, on peut vraiment faire des investissements là, mais bien sûr, les pêcheurs, c'est ça le problème. Il faut les convaincre de changer les bateaux au moteur hybride. En même temps, la Norvège, c'est un grand pays ou un grand producteur de saumon, comme tout le monde sait. Et en aquaculture, l'électrification peut réduire de près de 80% les émissions à gaz à effet de serre dans la phase marine, dans la production. Et en même temps, par exemple, le stockage d'énergie dans les batteries sur les barges d'alimentation peut aussi permettre l'électrification et la charge des bateaux de service, etc. Mais ce qu'on regarde en aquaculture, c'est que le développement des systèmes de propulsion électrique n'a pas encore pleinement atteint l'industrie aquacole. Certaines entreprises ont investi dans des bateaux de travail électriques hybrides et certains grands bateaux ont installé des batteries, des piles pour réduire la consommation de carburant et aussi le peak shaving comme en offshore. Mais bien sûr, une combination solution bateau hybride batterie ou électricité, ce sera très bien pour réduire
les consommations du carburant et on envisage à peu près 80% de réduction si ces investissements sont faits. En même temps, on vise aussi l'offshore wind et donc la possession de l'industrie maritime et qu'on a un point unique en Norvège. On peut prendre un leadership mondial dans le développement de vins pour les océaniques flottants, car avec l'industrie du pétrole qui a la compétence, les chantiers, mais on cherche bien sûr des partenariats pour développer ce secteur-là. Mais on voit ça un gros marché dans l'avenir. Un gros marché aussi, on va en offshore aquaculture. Il faut beaucoup de bateaux en aquaculture et surtout en offshore aquaculture. Et les opportunités en aquaculture offshore se développent fortement en Norvège. Il y a des dizaines de projets prêts à démarrer dès que les conditions sont en place. Et en même temps, on regarde le développement en coexistence avec les projets wind offshore et qui sont déjà prévus dans le sud-est de la Norvège. Et aussi, quand on regarde maintenant, on est en train de discuter sur Internet, cette amélioration des compétences numériques. C'est important aussi pour des gens qui travaillent dans l'industrie maritime et surtout en formation continue pour les marins licenciés et employés maritimes. Et également en vie professionnelle pour proposer des mesures visant à maintenir les compétences. Ça, c'est aussi des endroits intéressants, je pense, pour des sociétés en France, pour venir avec des solutions en Norvège. Hors de ça, il y a bien sûr plusieurs projets de recherche, innovation et d'autres développements dans le domaine maritime. L'industrie norvégienne est aussi très engagée à l'Europe, auprès de nouveaux Horizon Europe et Waterborne. Donc, ça, c'est aussi une volonté de faire plus dans cette coopération européenne. Bon, je m'arrête là. Donc, peut-être il y aura des questions après. Merci. Merci Ståle pour cette présentation extrêmement exhaustive et d'avoir partagé avec nous toutes ces informations venant de l'industrie norvégienne. Donc c'est assez impressionnant tous ces projets s'ils arrivent à être concrétisés. On pourra revenir après donc s'il y a des questions ou des commentaires aussi de la part des autres intervenants. Nous allons désormais parler data avec Linwood Pendleton, qui est économiste de l'environnement et scientifique interdisciplinaire. Il est titulaire de la chaire internationale d'excellence en service des écosystèmes marins à l'IEM de Plouzané et également conseiller en conservation et sciences à la Ocean Data Foundation d'Oslo, en Norvège. Donc, Linwood, je vous laisse la parole. Merci Ludovic, et comme on a discuté, je vais parler en anglais. Hello everyone, and I hope you are all well and safe and you're not going crazy on confinement. Ludovic asked me to first begin to explain a little bit about who I am and why this American researcher is on a Franco-Norwegian webinar about business. Just over 6 years ago, I came to France while I was still the chief economist at the US agency called NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, and I was the director of ocean policy at Duke University. I came to France for 2 months to work with the French Marine Protected Areas Agency preparing for the IMPACT conference, the International Marine Protected Areas Conference in Marseille. And while I was here, I was offered the international chair at the Laboratory of Excellence in Plouzané in Brest at the EUEM. So I quit all of my jobs in America and moved to France. But if you know these international chairs, you know that they're 3-year chairs. And so at the end of 3 years, they stop. And at that point, we didn't want to leave France. We didn't want to leave Brittany. So
I found international support for my chair, first from World Wildlife Fund, where I also serve as the Global Ocean Lead Scientist. And then more recently, I've been on secondment to the Ocean Data Foundation, which is based in Norway. And I'll come back and talk about them particularly. But Ludovic and Alain and Emily asked if I could talk specifically about data and what's happening with data, because I've been working both with data researchers and companies here in Brittany and also in Norway. So I want to give a very high level view of this. You all know that France, and in my experience, Brittany, is very powerful both in terms of ocean data and ability to collect ocean data, but also in French tech. And you see that very clearly in France. You see something happening very similarly in Norway, and it's progressing very quickly. And what we're seeing now is a lot of activity both from data producers and data users, downstream tech companies. On the data producer side, we have companies like Kongsberg making a whole array of autonomous equipment for ocean underwater observation. KSAT, who is pioneering new satellite ways of observing the ocean. Fugro, that you may know, has offices in Oslo, Bergen, and Trondheim, and has been very active globally in working on the Seabed 3030 project, which has really important implications for how we manage blue growth. At the same time, there's a lot of tech innovation happening in terms of how data are collected from the ocean. There is the NTNU, which is the National Technical Norwegian Universities, very active, particularly in autonomous ways of collecting ocean data. And they have the Autonomous Marine Operations Center, which has been reaching out across many sectors, including research. RevOceans, if you haven't heard of RevOceans, RevOcean is principally a ship. It is a 183-meter luxury yacht, super yacht, that is also the world's most sophisticated scientific research ship. And so this is in construction in Brattvåg in Norway at the moment. It is outfitted with all of the latest gear, including Kongsberg gear, for evaluating the ocean, has a submarine that can take 3 people down to almost 3,000 meters. And it will be an unusual platform, both for producing information, but making that data available in real time. And we're talking about terabytes of data per day. So it's a massive amount of data, and innovations are being created now just to try to handle the data that will come from this big ship. Catapult Ocean is another center for tech and data innovation in Norway, and Catapult Ocean is an incubator which is taking small enterprises, sometimes just 2 or 3 people, giving them the business skills they need to become bigger data companies, and that is very successful and is having global impact as well. Of course, universities are very active, and you see a lot of cross-pollination between universities, business, and then even university centers that are oriented as businesses. It's a different model than you see in France. But the University of Tromsø, which also calls itself the University of Arctic, is very active in new ways of observing ocean conditions in the Arctic. We have a very strong program on environmental DNA. And of course, environmental DNA is just another way of measuring the ocean by collecting massive amounts of water, searching it for DNA, so you can determine what organisms have been there. France is also a pioneer in this area, and small companies like SpyGen, I think, have done very well at using eDNA. And we have people here in Plouzané who are also working in this area. There's the Institute of Marine Research in Bergen, who has been modeling ocean ecological processes at very large scales, and so they've been an active partner. And NTNU, as I've mentioned, has long been focused on sort of more industrial applications of science to Norwegian oceans.
In addition, there are data and research centers that are really growing fast and are innovating quite strongly. Includes the Nansen Environmental and Remote Sensing Center, SINTEF, and SINTEF Oceans. So SINTEF now has created a division within that that's focused exclusively on the oceans. They're doing a lot of work in data collecting, modeling, and really trying to help us get a better handle on what ocean conditions will look like in the future. And then Akvaplan Niva is another organization that fits this sort of bill of a data and research center. More downstream, we have companies like Cognite. Cognite is Scandinavia's fastest growing data tech company. Went from just under 30 people to over 300 people in around 16 months. Cognite was developed to help the maritime industrial sector manage all of the data. So you can imagine an oil rig might have 5,000 to 50,000 sensors on it producing data all the time. Trying to understand that data, apply big data techniques to it is very challenging, and that's what Cognite has been working on. We have smaller companies in Norway like Vake AI, that's using artificial intelligence to understand illegal fishing by using information that is provided by Global Fishing Watch and data about ships and ship location. Miros, and then companies like DNVGL that have worked with, for instance, their company Veracity to manage large amounts of data coming from ocean going ships and other types of ocean industry. This data is provided to insurance companies. It's massive amounts of data. And so DNVGL Veracity has been making big strides in data technology there. And then of course, I think the new thing on the scene in Norway is NGOs that are dedicated exclusively to ocean data. And there are two I want to mention. One is the Center for the Fourth Industrial Revolution. It's part of the World Economic Forum Network. And there's the new Center for the Fourth Industrial Revolution Norway, which is focused exclusively on oceans and how do you use ocean data to improve the sustainability of the blue economy and to reduce the environmental impact of ocean industries. And then finally, there's the Ocean Data Foundation, where I am seconded. This is a non-compete foundation that was originally created as part of the RevOcean process, but then has become its own foundation. It is developed in collaboration with Cognite. And the Ocean Data Foundation, much like Blue Cloud, which is based here with Ifremer and around Europe, is dedicated to trying to improve the flow of data from data producers to data users. And the Ocean Data Foundation has as its corporate DNA, really data scientists and data engineers that have come from the industrial sector who are working now on trying to take industrial approaches to data and apply them to conservation and blue economy applications. Now, what we want to do in October is to try to bring some of these key companies on the French side and the Norwegian side, researchers together to create new opportunities for synergy. It's a big ocean. We're still only measuring a small part of it. There's a lot of work to be done. And so we're really looking for ways to try to create new networks and find new opportunities for collaboration. And we want to try to bring people from the aerospace industry and the defense industry who are also really pioneering new ways of observing the ocean into this mix, because there's a lot to learn there. And this is the fastest way to innovate, is to bring in people from outside of these sectors. So very much looking forward to your questions and your ideas about how to do this in October. We want it to be very interactive and we want to create new relationships. Thank you, Ludovic. Thank you so much, Inwood. Merci beaucoup pour d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Je profite aussi justement du petit clin d'œil que vous avez fait au secteur aéronautique et spatial pour saluer la participation de Thilo Schoenfeld, le directeur international du cluster Aerospace Valley, à ce webinaire, avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Et
voilà, on parle de coopération cross-industrie, de co-innovation. Je pense que voilà, il y a de belles opportunités de rapprochement de ces clusters et de ces services, hein, de ces entreprises pour innover ensemble. Je propose de consacrer le temps qu'il nous reste pour poser quelques questions aux différents intervenants. On a eu beaucoup d'informations. Peut-être je commencerai par Marie-Noël, Phil et Eve. Suite aux informations sur la Norvège qui viennent d'être partagées, aux précisions apportées par Stoll, Linwood, quels sont selon vous donc, les thèmes ou les sujets qui vous paraissent prioritaires par rapport à la coopération bilatérale? Marie-Noël, je peux te laisser commencer peut-être? Oui, alors moi je retiens, enfin il y a quand même comment dire, une multitude aussi de thématiques, de sujets, de projets sur lesquels on peut collaborer ensemble. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que là on a une opportunité, un marché et je dirais différentes opportunités de marché en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut collaborer aussi bien sur la transition énergétique, sur les EMR, sur l'aquaculture, sur la data, la préservation des eaux. Alors, Marie-Noël, on ne t'entend pas très bien. La liaison est coupée. Peut-être qu'en attendant que ça revienne, je laisse la parole à Phil avant de la passer à Eve. Après, tous les sujets sont intéressants. En fait, nous, notre prisme de lecture, ça va être la demande ou l'expertise proposée par nos membres. Donc, on n'a pas de… Alors, il y a le sujet de décarbonisation de l'ensemble des activités économiques qui est essentiel, mais après, au-delà de ça, il n'y a pas un sujet qui est plus important que l'autre. C'est vraiment, nous, l'idée, c'est de faire le lien. Comme Stal l'a dit, il y a des bateaux de recherche à construire, il y a des bateaux militaires. Ben voilà, on va en fonction des opportunités et de ce que la Norvège voudrait en termes de collaboration, mettre en relation des entreprises de surveillance maritime, des startups type Unseen Lab ou des grands groupes type Thales. Après, sur l'aquaculture, on va plutôt regarder sur des acteurs régionaux. Alors, l'avantage sur l'aquaculture, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que nous, on a très peu en France d'aquaculture offshore. Donc, on est très, très complémentaires là-dessus. C'est plutôt de l'aquaculture à terre, voire même l'aquaculture multitrophique intégrée hors sol. Donc, là, il y a l'opportunité de collaboration. Mais pas, enfin, le prisme des pôles, ça va être comment aider les membres et comment favoriser la collaboration. Donc, pas de sujet en particulier à mettre devant, je pense. Merci Phil. Eve? Oui, ben moi je compléterai. Bon, bien évidemment, on est tout à fait en phase avec Philippe, mais je dirais qu'il y a quand même depuis quelques années des projets dans les pôles, du style un navire plus propre, moins consommateur d'énergie, un port autonome. C'est vraiment des secteurs sur lesquels les pôles travaillent depuis longtemps et ont beaucoup de choses. L'électrification à quai, la région Provence et Alpes-Côte d'Azur est vraiment porteur sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment des sujets et les membres des pôles, là, pour le coup, sont vraiment des compétences et peuvent apporter des technos et de l'innovation sur tous ces sujets-là. Merci Eve. En effet, je pense que tous ces sujets pourront être développés au mois d'octobre lors du forum bilatéral. Stoll, j'ai relevé une question dans le fil Q&A. Est-ce qu'il y a des problèmes de pollution maritime en Norvège qui impactent particulièrement le secteur de la pêche et celui de l'aquaculture, à ta connaissance? Pollution maritime sur pêche, pas vraiment. C'est plutôt la pollution, c'est plutôt en plastique et les équipements de pêche. Mais en ce qui concerne la pollution, émissions, bien sûr, comme je disais, avec les 5000 bateaux, et émissions de gaz de serre, etc. Oui, mais en général, c'est pas assez mauvais. Mais on vise fortement les croisières, bien sûr, les gros bateaux qui viennent dans les fjords en Norvège, et comment on va essayer de
réduire le nombre qui utilisent donc, le diesel et l'huile lourde. Là, on va, d'une discussion en Norvège, on va fermer les fjords d'UNESCO pour les gros bateaux, les paquebots. Mais on est en train de regarder aussi, ou discuter si on a vraiment la technologie, déjà développée pour qu'on puisse dire qu'il faut venir avec des bateaux électriques sans émission. On verra bien. Merci Ståle. Une autre question pour toi ou peut-être Linwood sur la digitalisation dans le secteur logistique et portuaire en Norvège. On nous demande, est-ce que spécifiquement, il y a à votre connaissance des projets de mise en place d'un port community system, cargo community system dans un port en Norvège? Est-ce qu'un d'entre vous est au courant et peut y répondre? Je ne connais pas cette initiative. D'accord. Ståle, ça te dit quelque chose? Non. Non, bon, ça pourra faire l'objet peut-être de recherches plus approfondies et de mise en relation. Je vois qu'il y a des commentaires sur le Carbon Capture and Storage, donc le CCS offshore. Où en est la Norvège? Est-ce que c'est un marché? Peut-être ça, je peux vous en dire quelques mots, puisque la Chambre de commerce franco-norvégienne est mobilisée déjà depuis plusieurs années sur ce projet. Très rapidement, de quoi il s'agit? La Norvège a lancé un projet pilote mondial de capter des émissions de CO2 industrielles onshore pour ensuite aller les enfouir dans des anciens champs déplétés offshore. Et donc, un consortium a été créé dans lequel Total est associé avec l'opérateur historique Equinor norvégien et Shell. Et donc, voilà, l'idée est de tester la viabilité de ce concept, d'aller capter à la sortie d'une usine de cogénération à Oslo et d'une usine de ciment, donc si ces deux projets sont approuvés, le CO2, le transporter par bateau à un endroit qui a été identifié et d'enfouir ce CO2 offshore. Donc, tous les tests géologiques ont été faits, la technique est là. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il existe un marché? C'est dur d'y répondre puisque on est en plein dedans et on attend la réponse des autorités norvégiennes pour valider les prochaines phases. Donc, évidemment, la situation Covid peut avoir un impact sur la validité de ces projets ou pas, mais on a l'impression qu'il y a quand même un consensus dans l'industrie et au niveau des politiciens pour continuer à accélérer ces démarches qui peuvent vraiment apporter une solution à la décarbonation de l'industrie. Et on voit des opportunités de coopération. Il y a des hubs dans le nord de la France, notamment à Dunkerque et au Havre, où on pourrait rassembler des millions de tonnes, on voit 15-16 millions de tonnes de CO2 qui pourraient être rassemblées, collectées, et ensuite être transportées par voie maritime vers la Norvège afin d'être stockées définitivement. Donc voilà dans les grandes lignes de quoi il s'agit. C'est en cours, on en saura plus normalement avant l'été. Et voilà, c'est aussi un vrai axe de coopération franco-norvégien pour préserver l'industrie dans le nord de la France, pour des opérateurs en shipping, pour transporter ce CO2 et ensuite pour la partie stockage. Je regarde s'il y a d'autres questions aussi. Alors, je ne sais pas ça sur la partie local content. Je ne sais pas si Ståle, c'est quelque chose sur quoi tu peux répondre. Tu as probablement dû voir la question aussi, puisque tous les intervenants voient le fil. Voilà, quand il est question de financement, est-ce que l'on parle de local content? Je n'ai pas entendu. Alors, donc, on a un des participants qui nous demande sur les financements des bateaux et des projets de croisière, mais aussi sur la partie ferry et bateaux de pêche.
Est-ce que pour avoir accès à des financements norvégiens, il faut du local content, donc de la production en Norvège? Bon, on suit les lois qu'on a en Europe et je pense que c'est bien sûr pour l'industrie en Norvège, c'est intéressant, local content, mais ça veut dire on cherche toujours la meilleure technologie et bien sûr des prix intéressants. C'est comme tout le monde. Je pense que c'est plutôt trouver un partenariat et proposer quelque chose parce que les propositions que l'industrie a fait, c'est pas quelque chose que le gouvernement va tout payer. Donc, bien sûr, des entreprises et les privés doivent aussi payer et en même temps les communes, etc., tout au long de la côte. Donc, c'est un projet pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui va financer. Donc, mais la Norvège est ouverte pour nos amis français, bien sûr. Donc, c'est ça. Ça, c'est pas le problème. La question peut-être, Stal, sur laquelle tu peux compléter, l'approche, est-ce qu'il s'agit pour une entreprise française, si on prend l'exemple par exemple de la construction des bateaux de guerre, est-ce qu'il s'agit pour une entreprise française de s'installer en Norvège pour pouvoir participer à la construction du bateau, ou est-ce que l'entreprise peut rester en France et répondre de la France? Quelles sont les chances respectives dans chaque option? Bon, bien sûr, toujours avec une organisation en Norvège, ce sera meilleur pour la communication et tout ça. Mais ça, c'est. Moi, je n'ai pas une expérience avec les constructions de bateaux gris et de guerre, donc je ne peux pas dire, mais je peux toujours trouver quelqu'un qui peut vous répondre aux questions comme ça. Ça, c'est aucun problème. Mais quand on regarde, par exemple, le Kongsberg et tous les grosses entreprises qu'on a, là, si on a déjà des contacts avec eux, je serais bien de les contacter directement aussi pour voir quelles sont les opportunités déjà avec les sociétés norvégiennes implantées. Je n'entends pas, Ludovic, tu es en mute. Je vois aussi des questions sur voilà, concrètement comment aider les PME françaises à se développer sur le marché norvégien et qui contacter. Donc, je pense, n'hésitez pas, si vous êtes membre des clusters des pôles mer ou du cluster maritime français, à contacter Eve, Phil ou Marie-Noël, mais aussi, si vous le souhaitez, donc si vous avez un projet particulier sur le marché norvégien, à nous contacter à Oslo, donc la Chambre de commerce franco-norvégienne. On enverra à tous les participants les coordonnées des intervenants s'ils sont d'accord et les nôtres, pour qu'on puisse avoir ensuite une discussion personnalisée avec chaque entreprise, comprendre votre problématique, bien identifier quel serait le meilleur circuit de distribution ou quels seraient les meilleurs partenaires à identifier en Norvège, et ensuite lancer une mission. En général, il faut compter 6 à 8 semaines pour screener le marché, prendre contact avec chaque entreprise norvégienne, présenter vos technologies, vos produits, et vous mettre en place un planning de rendez-vous électronique pour l'instant, avant que vous ayez la possibilité de venir. Et évidemment, donc, il y aura ce forum d'octobre pour lequel le but sera d'aller plus en détail par rapport à tout ce qui a été discuté aujourd'hui, avec des séminaires techniques dédiés à ces sujets et du matchmaking. Donc ça, on communiquera sous peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'avant de terminer cette session, vous avez, vous, intervenant, d'autres choses à partager, ou est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Juste une petite seconde pour vraiment enfoncer le clou là. N'hésitez pas à revenir vers les pôles et les clusters, parce que vraiment l'un de nos métiers, c'est vraiment d'aider les entreprises à aller à l'international, d'identifier les bons partenaires, donc identifier les clusters identiques aux nôtres dans les pays. La Norvège, on ne l'a pas décidé par hasard, hein, c'est parce qu'on avait véritablement compris qu'il y avait un marché porteur pour nos membres, et donc on s'appuie sur des gens pertinents sur la Norvège, hein, comme ceux que vous avez en face de vous aujourd'hui. Mais vraiment, n'hésitez pas, parce que l'idée, c'est vraiment de vous aider à ne pas être seul, et comme je dis toujours, à plusieurs, on est plus fort. Et voilà, les pôles et les clusters sont vraiment là pour vous aider dans ce domaine-là.
Merci Ève. D'autres commentaires ou remarques avant que l'on clôture cette session? Écoutez, je pense que voilà, beaucoup d'informations ont été partagées. Peut-être Marie-Noël, tu souhaites prendre la parole? Non, juste, je ne sais plus si on l'avait dit au départ, mais il faut préciser que ça a été enregistré. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Voilà, que ça a été enregistré, donc vous pourrez réécouter tranquillement aussi le webinaire après. Et je rejoins. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous poser des questions, nous solliciter pour qu'on vous accompagne dans le développement, dans votre développement avec la Norvège et en préparant avec vous des missions. La connexion n'est pas très bonne, encore une fois, Marie-Noël, mais je pense que le message est passé. Je voudrais vous remercier toutes et tous, Ève, Marie-Noël, Phil, Linwood, Stoll et Emmanuel Marie pour avoir contribué à ce webinaire. En effet, dans quelques heures, la version sera téléchargeable via notre site www.ccfn.no et elle pourra être partagée, communiquée à vos collègues ou aux entreprises qui vous paraissent être concernées par ces sujets. Donc merci aux intervenants, merci à tous d'avoir participé. J'ai vu qu'il y avait eu un pic à plus de 120 participants, donc ce qui est très bien pour un premier webinaire. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt et voilà, et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup Ludovic aussi. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.